Bonjour. Donc effectivement, je vais vous parler d'ORM et des problèmes qu'on peut avoir avec ceux-ci dans les usages actuels qu'on en a et comment on va pouvoir les résoudre. Donc, avant de commencer, quelques infos sur moi. Donc, comme le disait Christophe, je m'appelle Baptiste Langlade. Je suis architecte dans une entreprise qui s'appelle Efalia, qui est basée sur Lyon. On fait de la gestion de documents, stockage, processing et tout ça. Et sur mon temps libre, je maintiens tout un tas de packages open source. Dans le lot, vous trouverez un framework de test, abstraction de système de fichiers et tout un tas d'autres trucs assez utiles. Et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je code professionnellement. Et sur cette période de 10 ans, les projets PHP ont pas mal évolué. Et un des gros changements qui est apparu, c'était l'arrivée du Domain Driven Design. Le Domain Driven Design, c'est une approche qui vise à ce que le code de notre application soit au plus proche du métier qu'il essaye de résoudre. L'objectif étant de simplifier la maintenance du projet sur le long terme. Et donc, il arrive à faire ça avec tout un tas de stratégies. Là, il y a une des stratégies qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la façon dont on modélise nos classes et les objets et comment on va les persister dans une base de données. Et donc, en DDD, on parle d'entités, un terme qu'on a l'habitude d'entendre en PHP, et qui sont organisées sous forme d'agrégats. Donc, un agrégat, c'est une entité root qui peut avoir des sous-entités, et toutes les sous-entités qu'il a lui appartiennent forcément. Il ne peut pas y avoir une sous-entité qui est partagée entre deux agrégats, et l'objet root a du coup pour objectif de garantir l'intégrité des données qui lui sont contenues. C'est-à-dire que toute la lecture et modification des données qui lui sont contenues passe par cet objet root. Et donc pour illustrer cet exemple, enfin cette logique, aujourd'hui on va utiliser le concept d'une voiture qui est une carte grise. Comme dans la vraie vie, une carte grise ne peut pas être partagée entre deux voitures. Donc là, la carte grise, c'est une sous-entité de l'entité root qui est la voiture. Et le tout forme un agrégat. Et donc, si on veut persister des objets de ces instances, enfin de ces classes-là, je vais un peu trop vite, en PHP. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Voilà. Donc, cet exemple, enfin l'exemple de la voiture et de la carte grise en PHP, en version très simple, ça donne ça. On a une classe voiture qui a deux propriétés, un ID pour pouvoir référencer la voiture dans notre système, et une carte grise. Et la carte grise, c'est une deuxième classe carte grise. Il y a trois propriétés dessus, immatriculation de propriétaire et l'adresse. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de données que ça, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, ça va nous suffire. Et donc, si on veut persister à des objets de ces classes-là, avec un ORM comme Doctrine. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de Doctrine, parce que c'est l'ORM avec lequel je suis le plus familier, mais les problèmes qu'on va avoir existent dans d'autres ORM. Et donc, pour persister des données, on va déjà commencer par devoir changer en fait nos classes, où on va devoir maintenant en fait spécifier un ID sur chacune de nos classes. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que globalement, pour un ORM, une classe égale une table en base de données, et un objet de cette classe va correspondre à une ligne dans la table correspondante. Et pour que l'ORM puisse modifier ou supprimer les données, juste les lignes que l'on souhaite, il est obligé de les référencer précisément, d'où la nécessité d'un ID. Et donc du coup, alors que du coup on met un ID sur la carte grise, alors que initialement on n'en avait pas besoin. Et du coup, un autre problème de design qu'on va avoir, c'est la carte grise qu'on passe actuellement dans le constructeur de notre voiture. La problématique, c'est que rien là ne nous empêche d'utiliser la même carte grise pour deux voitures différentes. C'est-à-dire que si on instancie une carte grise, qu'on l'injecte dans deux voitures et qu'on essaye de persister ces trois objets avec Doctrine, il va y arriver et il ne va pas se plaindre, sauf que du coup, on se retrouve avec de la donnée qui n'est pas valide dans notre base de données, puisqu'on se retrouve avec une même carte grise pour deux voitures. Donc une solution qu'on pourrait avoir pour empêcher ça, ce serait de faire porter sur la carte grise une référence vers la voiture. Comme ça, on a l'impossibilité, du point de vue du typage PHP, d'avoir une carte grise dans deux voitures. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est la logique SQL qui transpire dans notre modèle objet,
puisque en SQL, c'est ce qu'on ferait. On ferait une colonne avec une clé étrangère vers notre voiture pour empêcher d'avoir ce doublon. Mais ça nous amène d'autres problématiques, c'est que du coup, maintenant, la carte grise, on est obligé de l'instancier dans le constructeur de notre voiture pour pouvoir avoir la bonne référence et l'injecter dans la carte grise. Et donc, toutes les données qu'on a besoin pour construire la carte grise, il faut aussi maintenant les injecter dans le constructeur de notre voiture. Et donc là, avec 3 propriétés, ça va, mais quand on va en avoir 10, 15, 20, comme on pourrait avoir sur une vraie carte grise, ça va tout de suite devenir verbeux. Mais l'autre problématique, c'est sur la référence circulaire qu'on a maintenant, puisqu'on a la voiture qui référence la carte grise, qui elle-même référence la voiture initiale, du coup, référence circulaire, et ça va nous poser un problème de mémoire, puisque PHP, pour libérer un objet de la mémoire, il utilise un compteur de référence pour savoir s'il y a une variable qui pointe vers notre objet. Dès que ce compteur tombe à 0, il libère la mémoire. Sauf que là, avec une référence circulaire, ce compteur, il est au minimum de 1 en permanence, ce qui fait que PHP va avoir du mal à libérer de la mémoire. Donc, si vous voulez creuser ce sujet, je vous renvoie vers la conférence de Benoît Viguier qu'il a donnée hier et qui sera disponible dans quelques temps sur YouTube, qui s'appelle « Le grand cycle de la vie d'une variable ». Et donc, en parlant de mémoire, ça nous amène au deuxième gros problème des ORM, qui est la fuite de mémoire, entre guillemets. Si on prend cet exemple où on a une fonction, on récupère le manager de doctrine, on récupère le repository des voitures, on fait un find all pour récupérer toutes les voitures. Si on n'a que quelques voitures en base de données, ça va passer, ça va tenir dans la mémoire. Si on a des milliers, des centaines de milliers ou des millions de voitures, ça ne va pas passer dans la RAM parce qu'on n'a pas une RAM infinie et notre programme va crasher. Et une approche un peu naïve pour résoudre ce problème, ça serait de faire de la pagination. Plutôt que d'essayer de tout gérer, enfin tout charger d'un coup, on va charger que X voitures à la fois. Là, en l'occurrence, on n'en charge que 100. La problématique, c'est que cette pagination ne résout absolument pas le problème. Pourquoi? Parce que Doctrine, quand on charge une entité, il va forcément la garder en mémoire. Et pourquoi il a besoin de faire ça? C'est la façon dont il applique les changements avec la méthode flush qui, en fait, va aller parcourir toutes les entités qui ont été chargées, vérifier dans ces objets qui sont muables s'il y a eu des modifications, et à partir de ces modifications, générer les requêtes SQL pour appliquer les changements. Et donc, si on veut vraiment résoudre ce problème de mémoire, il faut rajouter un appel à la méthode clear sur le manager de doctrine. Ce que fait cette méthode, c'est dire « oublie toutes les entités que tu as chargées jusqu'à présent, j'en ai plus besoin ». Mais l'ajout de cette fonction ramène aussi son lot de problèmes. La première, c'est que du coup, on est obligé maintenant d'injecter l'ORM, le manager, dans une couche métier. Et en fonction de la logique métier, ça va plus ou moins être simple à faire. Et du coup, on mélange le métier avec un truc bas niveau, assez bas niveau. Mais l'autre problème, c'est si on prend l'exemple, vous avez un processus où vous chargez une première entité que vous allez vouloir mettre à jour en listant tout un tas d'autres entités. Et à partir de tout ça, calculer les modifications. Et à la fin, persister cette modification avec un flush de doctrine. Problématique, c'est que si vous faites un clear au milieu pour gérer la mémoire et la volumétrie, doctrine va oublier la première entité que vous avez chargée, que vous avez essayé de modifier. Ce qui fait qu'au flush, en fait, il va juste rien se passer et il va rien vous dire. Donc, potentiellement, vous n'allez même pas le voir en vous disant je rajoute le clear comme ça, plus de problème. En fait, vous avez cassé votre truc parce qu'en fait, ça ne marche plus. Et donc, du coup, vous allez devoir modifier la logique de votre script pour vous adapter à l'ORM pour gérer ce problème de mémoire. Et en fait, le problème qui se cache derrière ça, c'est une gestion localement d'un état global qui est porté par Doctrine sur l'ensemble de votre application. Du coup, si vous faites du PHP depuis suffisamment longtemps, vous vous souvenez peut-être des vieux projets où il y avait des variables globales un peu dans tous les sens et que c'était un peu un calvaire à maintenir. Et donc là, je vous ai présenté 2 problèmes, à savoir la modélisation des données et le problème de la mémoire. Il en existe d'autres. Et en fait, ils sont assez inextricables de la façon dont sont conçus les ORM actuellement et leur couplage en fait à la logique SQL. Et donc, si on veut résoudre ces problèmes dans les ORM actuels, soit ça va être relativement complexe, soit voire même impossible. Et donc, si on ne peut pas modifier les ORM actuels, on va en créer un nouveau. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques années
avec l'ORM qui s'appelle Formal, qui est conçu autour de cette logique justement de domain driven design et d'agrégat, et met un fort accent sur la gestion de la mémoire, pour que nous, en tant que développeurs, en fait, on n'ait juste plus du tout à y penser, quoi. Donc, avant de pouvoir l'utiliser, ça commence par un composer require de Formal ORM. Et pour l'utiliser, ça commence par le design de notre agrégat. Donc ça, c'est la version formale de notre exemple avec la voiture et la carte grise. Le plus gros changement, c'est que maintenant, tout est en final read-only. Le final va nous permettre de nous assurer que le code qu'on voit sous les yeux, c'est bien la vérité absolue. Il n'y a pas une sous-classe quelque part dans le projet qui va essayer de modifier le comportement de notre agrégat. Et le read-only va nous assurer que tous les objets de ces classes sont forcément immuables, ce qui fait que tout ce qui est contenu dans un objet lui appartient forcément, puisqu'il ne peut plus y avoir de modification de données, il ne peut plus y avoir d'effet de bord sur modifier de données qui seraient partagées. Et donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de spécifier un ID sur notre carte grise. Seule la référence de la carte grise portée par notre voiture, maintenant, suffit à identifier que ça lui appartient. Et donc, ça simplifie notre design, puisque maintenant, la carte grise, c'est bien une classe PHP standard, il n'y a plus de relation avec l'ORM. Et si vous avez fait attention, la carte grise, maintenant, elle est à nouveau injectée dans le constructeur, parce que c'est quand même plus simple. Mais rien ne nous empêcherait de faire ce cas d'erreur, par exemple. On a une seule carte grise et qu'on injecte dans deux voitures. Et que si on veut persister ces voitures, en fait, ce que va faire Formal, puisqu'il est conçu autour de cette idée que tout ce qu'il va trouver à partir de l'objet route lui appartient forcément, il va persister 2 fois la carte grise, puisque pour lui, ça appartient à chacune des voitures. Et donc, vu on sait que maintenant, on a potentiellement 2 fois la même donnée en base de données, ça nous amène directement à nous poser la question de comment je vais gérer la règle métier pour empêcher ça. Donc, soit c'est une vérification en amont pour ne pas insérer la donnée, ou une contrainte d'unicité directement en base de données. Et donc, pour persister ces objets avec Formal, ça ressemble à ça. On retrouve la terminologie de Doctrine. On part du manager pour récupérer le repository des voitures. Du manager, on ouvre une transaction. Donc, dans Formal, toutes les modifications passent forcément par une transaction. Et dans cette transaction, sur notre repository, on appelle la méthode put pour dire on put la voiture 1, put la voiture 2. Et en fait, ce que va faire Formal, c'est que dès qu'on appelle la méthode put, il va directement faire l'insert en base de données. Et ça, on peut le faire de manière safe parce qu'on est dans une transaction, donc ça n'affectera pas le reste de notre application tant qu'on n'a pas fini. Et vu qu'il applique directement l'insertion, il n'a plus besoin de garder une référence sur cet objet. Ce qui fait que dans notre code, dès qu'on libère la référence sur cet objet pour dire on n'en a plus besoin, l'ORM, lui aussi, il ne connaît plus la variable. Donc du coup, en fait, on pourrait insérer des milliers de voitures là, on n'aurait pas de problème de mémoire, ça se fait tout seul, quoi. Et à la fin de la transaction, ça se commit, ça rend disponible les nouvelles voitures pour tout le monde. Et pour la modification, imaginons qu'on a une voiture qu'on a chargée depuis le stockage et on souhaite changer l'adresse de la carte grise. On va appeler une méthode changer adresse, par exemple. Sauf que vu que nos objets sont immuables, on ne peut pas modifier l'instance. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est de retourner une nouvelle copie de notre voiture avec la donnée qui a été modifiée. Et du coup, pour appliquer ce changement, vu que c'est un nouvel objet complètement neuf, l'ORM, en fait, pour qu'il le sache, on est obligé d'appeler à nouveau la méthode put pour dire put la nouvelle version de la voiture. Et là, Formal va directement faire l'update en base de données. Et il est capable de savoir que c'est un update et pas un insert, alors qu'on utilise la même méthode put grâce à l'objet ID qui est partagé en fait entre les deux versions de la voiture. Et donc là encore, vu qu'on fait un update, l'ORM n'a pas besoin de garder la variable en mémoire pour dès que vous en avez plus besoin, c'est libéré. Pareil, on peut faire des mises à jour en masse sans problème de mémoire. Et si on compare à Doctrine, on pourrait se dire que c'est un peu plus pénible parce qu'on est obligé de rappeler la méthode put à chaque fois. C'est pas un bug, c'est une feature. Parce que du coup, maintenant, en fait, toutes les modifications en base sont forcément explicites. Si on prend l'exemple où vous avez un processus, vous commencez avec Doctrine, vous commencez à modifier des entités que vous avez chargées depuis votre base de données, il y a une règle métier qui dit faut arrêter parce qu'en fait, ça ne va pas les donner. Plus loin dans le même processus, il y a une autre fonction qui veut écrire un log en base de données pour dire par exemple que la règle métier justement a échoué.
et fait un flush, bah, le flush, il va aussi persister les modifications que vous aviez commencé à faire sur vos premières entités et vous retrouvez avec de la donnée qui est invalide dans votre base. Bah, du coup, ce genre de cas est maintenant complètement impossible avec Formal. Et donc, pour en venir au problème de fuite mémoire dès qu'on charge beaucoup de données, ça, c'est le penchant de Formal pour récupérer toutes les données depuis le stockage. Donc, on part du manager, on récupère le repository, on appelle la méthode all qui retourne une monade séquence et sur laquelle on va appeler une méthode forEach qui va appliquer une fonction doSomething sur chacune des voitures. Et la différence, c'est que par défaut, ce code ne peut pas planter en mémoire puisque, en fait, Formal ne va charger qu'une voiture à la fois, puisqu'il n'a pas de logique à savoir est-ce qu'une donnée à l'intérieur est partagée, vu que chaque voiture, en fait, est contenue, enfin, toutes les données qui lui sont dedans lui appartiennent. Et il est capable de faire ça en ne faisant pourtant qu'une requête SQL. Et en fait, ça va se passer grâce à la monade séquence où en fait, c'est une définition de liste de valeurs. Et en fait, c'est un peu une surcouche au générateur. C'est comme ça qu'on ne gère qu'une voiture à la fois en mémoire. Et donc, bah, vu qu'on pourrait avoir des milliers et des milliers de voitures, ça ne planterait pas. Bah, du coup, on n'a plus du tout besoin de faire de pagination parce qu'en fait, ça marche tout seul. Mais il y a quand même des cas où on voudrait quand même faire de la pagination. Typiquement, si on a un endpoint API, on ne va pas vouloir retourner toute notre table d'un coup. On va vouloir faire de la pagination. Avec Formal, ça se fait simplement. Il y a deux méthodes, drop et take. Drop pour dire ignore-moi les X premières voitures, en l'occurrence 1000. Et le take va dire prends-en les X suivantes, en l'occurrence 100. Et malgré le fait qu'on dise prends 100 voitures, on ne changera toujours qu'une à la fois, parce que derrière, c'est toute la même logique qui est appliquée. C'est qu'une requête SQL, c'est une optimisation SQL qui est faite derrière. Et donc, comme ça, toujours pas de problème de mémoire. Et donc, c'est comme ça que Formal, au final, résout ce problème de design et de mémoire avec des objets immuables et une monade séquence qui permet de traiter du volume de manière safe. Mais les avantages de Formal ne s'arrêtent pas là. Le premier étant ce que vous voyez sur cette slide, c'est pas une erreur, c'est bien la slide vide, c'est la slide de la configuration de Formal. Par défaut, il n'y en a pas. Tout se base sur le typage de vos propriétés de vos classes pour savoir comment et où persister la donnée. Si vous avez une propriété en string, il va savoir que c'est une colonne string, un entier, booléen 0, 1. Un sous-objet, donc une sous-entité, bah, ça va être une sous-table dédiée à la table parente. Et un des autres avantages, c'est la notion de sûreté. Là, je vous ai parlé de sûreté d'un point de vue mémoire, puisqu'en fait, maintenant, en tant que développeur, on n'a plus besoin de se soucier de la mémoire, en tout cas avec Formal. Et donc, il est testé là-dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression potentiellement qui pourrait arriver dans des nouvelles fonctionnalités. Mais il pousse cette logique de sûreté en fait, sur tout le design de son API, puisqu'en fait, il va vous empêcher de mal l'utiliser. Si vous voulez bah, en fait, l'utiliser d'une manière dont il n'est pas conçu pour. Genre typiquement l'hydratation partielle d'entités parce que pour des questions de performance ou que sais-je, en fait, vous n'y arriverez pas, ou en tout cas, il va vous rendre très compliqué la tâche. Et ça, à nouveau, c'est l'objectif de vous simplifier là maintenant sur le long terme du projet. Et donc, vu que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui n'est pas conçu pour, en fait, c'est vous amener le plus rapidement possible à si je ne peux pas faire ce que je veux avec cet outil, c'est que c'est le mauvais outil, et donc je vais devoir aller chercher un outil qui est plus adapté. Et donc, l'objectif étant d'avoir au final un ORM qui essaye de tout faire, ce qui est souvent critiqué sur les ORM. Et donc une manière dont il a de faire ça, c'est justement dans l'idée de ne pas exposer de concept SQL directement dans son interface. Là, on l'a vu dans les exemples pour la création, la mise à jour ou la récupération de données. Il n'y avait pas de logique SQL particulière. Et là où d'habitude on va avoir de la logique, des concepts SQL, c'est quand on va vouloir récupérer de la donnée, mais qu'on va vouloir filtrer en fonction de certains critères. C'est là où typiquement on va sortir le query builder et tout devient assez horrible. La réponse à Formal à ça, c'est le pattern des spécifications qui vient aussi du domaine driven design. Globalement, une spécification, c'est une classe où on définit une propriété de notre agrégat sur laquelle on veut appliquer un critère, le type de critère qu'on veut faire, en l'occurrence, c'est une égalité, et la valeur qu'on souhaite appliquer à cette comparaison.
Et on peut combiner ces objets, ces spécifications, avec des méthodes AND, OR et NOT, ce qui nous permet de faire toute la logique booléenne que l'on souhaite, et en gérant la précédence. Et ces objets sont eux-mêmes immuables, ce qui fait qu'on peut les composer localement en fonction du besoin qu'on en a, sans affecter le reste du projet. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir sur un repository des milliards de méthodes où en fait c'est souvent des méthodes dupliquées avec juste le sous-ensemble de données pour la recherche que l'on souhaite, ou alors la méga grosse méthode avec plein de paramètres nullable et des if dans tous les sens et où c'est immaintenable. Donc à nouveau, immutabilité, variable locale. Et du coup, vient un moment où il va falloir quand même stocker quelque part toutes ces données avec l'ORM. Donc sans surprise, ça supporte des bases SQL, donc MySQL, MariaDB et PostgreSQL. Mais vu que dans l'interface, en fait, il n'y a pas de concept SQL, en fait, il ne s'arrête pas là, puisqu'il permet aussi de stocker sur un file system concret. Donc ça va nous être utile pour des phases de prototypage où le modèle de données va changer rapidement. Plutôt que d'utiliser directement une base et choisir déjà une base dès le départ, bah, vous stockez ça sur un file system. Si votre modèle change, c'est une suppression de dossier, vous n'avez pas de migration à faire de votre base, etc. Mais ça va être aussi utile pour des outils en ligne de commande où vous voulez stocker de la donnée, bah, plutôt que d'écrire soi-même les fichiers sur le file system. Vous gérez ça de façon objet, vous laissez l'ORM et vous pourrez migrer plus tard si vous voulez. Et si vous avez fait attention à l'indentation, ça ne s'arrête pas là, parce que ça supporte aussi Amazon S3. Là encore, ça va nous être utile pour du prototypage d'application, mais vous voulez mettre ce prototype dans les mains d'utilisateurs, plutôt que setuper un serveur et tout ça. Vous déployez ça sur du serverless avec bref, vous stockez ça sur du S3, ça va marcher ensemble et globalement, on se souciera de l'infra plus tard. Mais ça va être aussi utile pour des outils en ligne de commande où vous voulez partager de la donnée entre plusieurs machines, que ce soit entre votre machine pro et perso ou entre les différents membres de votre équipe, plutôt que de setuper à nouveau une machine, d'installer un serveur SQL, de gérer les accès pour que personne d'autre puisse y accéder, etc. Vous stockez ça sur S3, c'est un login mot de passe à fournir à votre équipe et globalement, l'affaire est réglée. Mais ça s'arrête toujours pas là, puisque ça supporte aussi en mémoire, du stockage en mémoire, un file system. C'est une émulation d'un vrai file system, mais ça va stocker tout dans des variables locales à l'intérieur du processus PHP. Et là, l'intérêt derrière ça, ça va être pour des tests typiquement fonctionnels, où du coup, bah, les tests, maintenant, vous allez pouvoir les paralléliser, puisqu'il n'y a pas d'accès concurrent sur une même base de données. Donc, les tests qui dépendent d'une donnée persistée, bah, vous n'avez plus le problème de concurrence. Donc, si vous avez une suite de tests qui est un peu longue, vous parallélisez, ça réduit le temps d'exécution. Mais avant, je parlais de NoSQL, bah, tant qu'à faire, autant y aller. Et ça supporte aussi Elasticsearch. Là, c'est pour de la recherche et du coup remonter le plus rapidement possible de la donnée. Et du coup, quand on voit cette liste de stockage, on pourrait se dire l'ORM va quand même fonctionner, enfin va avoir des comportements un peu différents, vu que c'est quand même des stockages très différents. Et là encore, il y a la notion de sûreté. En fait, il s'assure que tous ont exactement le même comportement grâce à la façon dont il est testé. Donc, il utilise le property-based testing. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers la conférence que j'ai donnée l'année dernière à ce sujet, ici même au forum. Mais globalement, c'est une façon de générer des tests pour s'assurer que les comportements définis, peu importe dans la façon dont ils sont agencés dans un code, vont toujours être vrais. Et vu qu'on génère ces comportements et ces tests, on va utiliser ce système de génération pour chacun des stockages et comme ça, s'assurer que chacun a exactement le même comportement dans l'ORM. Et c'est pour ça qu'on justement, on peut passer d'un stockage en mémoire dans nos tests à un stockage en SQL en prod de manière sûre, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de différence de comportement. Un autre avantage de Formal, c'est son lien à l'écosystème Inmine. Donc, c'est tous les le gros des packages que je maintiens. En fait, un des fondements d'Inmine, c'est la monade séquence que je parlais tout à l'heure, qui permet de récupérer une liste de données, et ce de façon safe en mémoire. Donc là, on définissait une liste d'entités qui venaient de la base de données, mais ça permet aussi, sur ce même concept, de définir un fichier en tant que liste de lignes ou liste de chunks, en fonction de si c'est du binaire ou pas.
Du coup, à titre d'exemple, chez Falia, on a une fonctionnalité sur de nos produits où depuis l'ORM, en fait, on récupère tout un tas de données, des milliers et des milliers de données depuis notre base de données, et on va générer une archive en agrégeant pour chaque entité des données, des binaires qui viennent d'ailleurs. Et donc, on est capable de générer et donc d'appliquer des transformations pour définir un fichier. Et on génère des archives de 80 gigas avec une empreinte mémoire de 40 mégas sur 10 lignes de code, et il n'y a aucune logique de gestion de mémoire qui est à faire. C'est tout masqué derrière le système de monade. Et, et ce fichier de 80 gigas, on est même capable de le streamer en tant que réponse HTTP. Du coup, on n'a même plus besoin de le stocker temporairement sur notre file system. Du coup, on n'a plus besoin de gérer des fichiers temporaires, la gestion de la taille du stockage, parce que si tous nos utilisateurs demandent des archives de 80 gigas en même temps, ça va être compliqué. Donc, ça nous simplifie l'architecture. Et donc, comme je disais, on peut streamer en réponse HTTP. Ça marche aussi en requête HTTP vers d'autres services. Ça marche pour des inputs de processus aussi, puisqu'en fait, c'est un contenu de fichier qui est déclaré comme ça. Donc, typiquement, vous récupérez de la donnée, vous voulez gzipper ça avec une commande Rust, vous mettez ça en input de processus, le retour est streamable aussi, et toujours sans réfléchir à la mémoire. L'envoi de messages AMQP, genre typiquement les fils RabbitMQ, c'est pareil. Et le dernier point qui m'intéresse particulièrement, c'est sa compatibilité avec un fonctionnement asynchrone. Parce que dans l'écosystème Inmine, on est capable de passer d'exécution d'un même code de façon synchrone à asynchrone sans changer le code de notre application. Il n'y a que le contexte global de l'application qui a besoin de changer, ce qui permet de faire évoluer en fait plus simplement des projets en fonction de la vie de certains projets. Mais ça, c'est encore un travail sur lequel je suis en train de travailler. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la notion de performance. Puisque maintenant, en fait, les agrégats ont des bornes finies. On est capable, enfin, Formal est capable de pré-générer tout un tas de requêtes SQL pour savoir comment récupérer les données, comment les modifier et tout ça. Et donc, toutes les requêtes qui peuvent être faites par l'ORM, maintenant, en fait, sont connues en avance, hein, enfin, c'est déterministe. Il n'y a plus de génération à la volée de requêtes SQL, et du coup, d'avoir des requêtes SQL qui pourraient devenir absolument monstrueuses. Et donc, vu qu'il est capable d'optimiser tout ça, dans les tests qu'on a fait chez Falia, on a observé un gain de temps d'exécution d'environ 40% par rapport à Doctrine dans les usages qu'on en a, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, chez Falia, on est en train justement de migrer de Doctrine vers Formal. Mais la liste des avantages ne s'arrête pas là. Le QR code vous emmènera vers la documentation de Formal. Dans le lot, vous trouverez le support natif des enums, les entités optionnelles, les collections d'entités et tout un tas d'autres choses très utiles. Et ça sera tout pour moi. Vous pouvez me retrouver sur Twitter sous le pseudo Baptou. Les slides, vous les retrouverez sur mon GitHub Pages. Dans tous les cas, je renverrai le lien sur Twitter tout à l'heure. Le QR code à votre gauche vous emmènera vers la plateforme pour noter cette conférence et laisser des commentaires appréciés. Le QR code de droite, c'est pour Signal si vous avez des questions qui vous viennent dans les jours futurs. Et si vous avez des questions maintenant, il doit nous rester du temps pour ça. Merci Baptiste. On a pas mal de temps, n'hésitez pas à préparer vos questions. Super présentation, c'est très attrayant, j'ai hâte de tester. Juste, je me pose une question, tu l'as pas trop expliqué, mais quand tu mets à jour ton entité, donc tu as dit que tu génères un nouvel objet, entre guillemets. Comment est gérée la relation? Du coup, si tu crées pas de contraintes, j'imagine qu'il recrée une carte grise. J'ai pas compris la dernière partie. Quand tu mets à jour ta voiture, Ouais. tu recrées donc tu es obligé de créer une méthode qui te renvoie une copie de Ouais. l'objet mis à jour. Mais comment quand tu vas persister, comment l'ORM gère les relations? Il va les dupliquer si tu crées pas de contrainte d'unicité? Non, justement, en fait, vu que ce qui est contenu dans la voiture, en fait, lui appartient forcément, ce qu'il va faire, c'est que tout va dépendre de l'ID de l'entité route. C'est-à-dire que vu que là, par exemple, c'est que une donnée de la carte grise qui va être mise à jour, en fait, dans la sous-table pour la carte grise, en fait, il y a un ID dans la table qui correspond en fait à l'agrégat de la voiture. Donc c'est comme ça que lui, en interne, il sait que la donnée, enfin la ligne dans la base correspond bien à la bonne voiture.
et donc ne mettre à jour que la bonne colonne, juste la colonne qu'on a modifiée dans la base de données. Donc il n'y a pas de grosses requêtes SQL qui sont faites de tout supprimer, de tout recréer à la fois, quoi. Bonjour. Ouais, super con, c'était vraiment très très intéressant. C'est bien les confs qui bousculent un peu les outils qu'on utilise tous les jours. J'ai une question parce que là, on part du principe que cette carte grise n'appartient qu'à une voiture, mais si on crée une entité, allez, imaginons tiroir de rangement, et qu'on veut ranger la carte grise dans le tiroir, elle appartient du coup à deux entités différentes. Comment on gère ça? Est-ce que ça sera deux cartes grises différentes qui auront quand même un lien? Enfin voilà. Dès qu'on passe dans des relations un peu plus Ouais. poussées et complexes. Super question. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. En fait, vu que le périmètre de l'agrégat, en fait, il lui est contenu, il ne peut pas y avoir de données partagées. Du coup, dans ce cas où en fait, on veut partager une donnée, on ne va pas faire avec Doctrine, contrairement à Doctrine, on appelle notre relation directement, on récupère l'objet, et en fait, tout ça fait un graphe, un énorme graphe d'objets. Et du coup, ça complexifie la maintenance parce qu'en fait, tu as des relations partout, tu as des getters, et du coup, dès que tu veux modifier une relation, en fait, tu as tout qui pète dans ton projet. Là, vu que c'est maintenu, en fait, enfin contenu dans l'agrégat, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va ne stocker que l'ID de la référence de l'objet qu'on veut distant, en fait. Et donc, on va être obligé de repasser par le repository de cet objet qu'on souhaite récupérer, lui passer l'ID de l'agrégat qu'on a en main pour récupérer la donnée. Et du coup, pareil, ça pourrait paraître plus pénible à faire, mais ça a l'avantage de bien cloisonner en fait nos différents agrégats et la maintenance, puisque typiquement on pourrait ne pas, enfin cet ID qui pointe vers un autre objet, ça pourrait être stocké ailleurs, dans un autre microservice ou que sais-je. Et justement, j'ai eu ce problème dans plusieurs de mes projets professionnels par le passé et qui m'a poussé aussi à faire ça parce qu'en fait, un jour, on était venu me dire on fera stocker les relations avec Doctrine et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, ah oui, en fait, cette donnée, ça peut être soit localement dans la base de données, soit une donnée distante sur un autre serveur. Et là, tu dis, ah en fait, alors que là, si c'est cloisonné dès le départ, en fait, tu penses déjà à ça depuis le départ et tu n'as pas de problème sur la vie du projet. Question suivante. Où tout est suffisamment clair. Salut, merci déjà pour la conf. Tu nous as parlé de NoSQL, tu as parlé juste de Elasticsearch. Est-ce qu'il y a, il y a des évolutions prévues pour supporter d'autres moteurs NoSQL, type Mongo ou autre? Alors actuellement, non, parce que en fait, j'ai juste implémenté ce que j'avais besoin pour l'instant, quoi. Du coup, vu qu'on justement grâce au système de test et de génération des tests, en fait, si quelqu'un veut implémenter un nouveau stockage, il n'a même pas besoin d'écrire les tests en fait, parce qu'ils sont déjà générés pour lui. Donc il n'y a que l'implémentation. Et pareil, de base, il y aura la garantie que ça marchera de passer de l'un à l'autre sans problème, quoi. Mais il y a pas d'objectif là-dessus pour l'instant. Devant. Faut pas se cacher aussi. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question, est-ce que déjà ça gère aussi les clés composites? Et une autre question que j'avais, c'est en cas de changement de schéma, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour, des migrations où il faut les écrire à la main? Comment, ça se passe? Alors actuellement, il y a pas de clé composite par défaut dans l'ORM. Ce que fait l'ORM, c'est qu'il vous fournit un outil pour générer toutes les requêtes SQL pour créer les tables qui vont bien. Il ne va pas faire de diff comme ferait Doctrine. Et il pousse en fait à utiliser un système de migration. Donc Formal a aussi un système de migration à côté de l'ORM. Et en fait, ça va être à vous de toujours en fait gérer le schéma de la base de données en fait via ces migrations. Parce que des fois, vous allez vouloir un peu tweaker pour optimiser certaines données dans votre schéma qui restent compatibles avec le fonctionnement de l'ORM, mais genre typiquement du varchar, en fait, si vous avez que 5 caractères, vous n'allez pas faire un type texte, ce genre de choses que ferait l'ORM, et qui nécessiterait de la config particulière en plus de l'ORM. Vous gérez ça directement avec les migrations. Il y avait une deuxième partie de la question que j'ai oublié. Non, c'est bon.
Merci pour ta conf. Je comprends très bien comment la mémoire est optimisée avec cet ORM. Par contre, est-ce qu'il ne va pas y avoir, quand tu vas charger en lecture, par exemple, 10 000 lignes, heu, autant d'accès en base de données et du coup, des performances dégradées? Du coup, ce que je disais, en fait, quand on va streamer, quand on fait le haul ou un matching pour dire juste les sous-ensembles de données qu'on veut, il n'y a bien qu'une seule requête SQL qui est faite dans la base de données et il va tout récupérer d'un coup. Et en fait, il itère sur la donnée qui est remontée par la base de données. Alors actuellement, il y a- comment dire, il y a deux choses où en fait ça va faire des sous-requêtes, mais parce que c'était juste plus rapide pour moi pour l'instant, ça pourrait être optimisé. C'est quand on va utiliser des entités optionnelles ou des collections d'entités, plutôt que de faire des grosses jointures où en fait ça dupliquerait les lignes et du coup il faut les réagréger derrière. Euh, Là, ça va faire des sous-requêtes, mais comme je disais, ça peut être optimisé facilement justement avec la monade séquence, ça se fait relativement simplement. Bonjour, merci pour la conf. J'avais une question, comment se passe ta migration? Est-ce que, c'est, compliqué ou assez simple? Est-ce que tu dois tout faire d'un coup? Hem, alors, la migration qu'on fait chez Faya, en fait, on avait déjà cette logique, d'agrégat et d'essayer de séparer bien nos agrégats, en fonction des parties de notre application. Bon, du coup, on se tire un peu une balle dans le pied avec Doctrine parce qu'on contournait un peu Doctrine pour faire ce qu'on voulait. Mais du coup, la migration, sur le gros du projet, se fait relativement simplement. Parce que du coup, avant de faire Formal, j'avais fait une surcouche à Doctrine qui essayait de combler en fait les lacunes enfin les lacunes, mais enfin de masquer un peu tous ces problèmes-là, avec au final une façon de faire qui était similaire. Donc la migration a été simplifiée. On a commencé sur enfin, on a migré 2 projets. Il y a un projet qui était relativement simple, ça a été fait en 2 jours, la migration. Le plus gros projet, on l'étale volontairement justement pour être sûr enfin de migrer d'abord des parties simples du produit qui ne sont pas trop critiques pour commencer à avoir des retours, et cetera. Et du coup, là, on devrait finir la migration d'ici la fin du mois et on a commencé en début d'année. Voilà. Oui, oui, on déploie régulièrement pour avoir Je des vois que, retours en prod. je vois que vous avez plein de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en prendre d'autres, mais J'ai pas le QR code, c'est la si vous voulez. pause. Et donc, n'hésitez pas à discuter directement avec Baptiste. Merci à tous. Ouais. Merci.